Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie, une présentation de Télévision Haute-Gaspésie et du journal L'Avantage Gaspésien. Mon nom est Dominique Fortier et à ma gauche, le Batman de l'information locale, Frédéric Deroy. Bonjour Frédéric. Hey, bonjour Dominique. Passe une belle semaine. Oui, certainement, et ça fait de toi le Robin de l'information. Ouais, j'aurais peut-être dû faire le contraire, hein? Je me suis fait avoir. Oui. Alors, Frédéric, encore cette semaine, beaucoup de choses à se mettre sous la dent dans l'actualité haute-gaspésienne. On va commencer avec cette fameuse rupture de service à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts. On en avait parlé la semaine dernière. C'était une rupture qui était prévue pour quand même plus de 2 semaines. Donc, on est tombé en rupture et là, volte-face, on apprend que le CIS Gaspésie a décidé de renvoyer le chirurgien en poste et de déplacer son congé. Ça fait que la découverture se fera en 2 morceaux. Et ce qu'on m'expliquait auprès du CIS Gaspésie, c'est qu'on voulait faire ça histoire d'avoir une semaine supplémentaire pour tenter d'aller chercher un chirurgien dépanneur. Et on sait qu'à l'approche du temps des fêtes, c'est un bon moment justement pour tenter de trouver des gens pour venir à l'hôpital des Monts parce que c'est une statistique qui est peut-être pas connue des gens, mais dans le temps des fêtes, il y a plus de visites à l'urgence, plus de visites dans les hôpitaux. Alors, ce serait un bon moment de tenter de pallier à cette situation-là. Là. Oui, on déplace un peu le problème. Enfin, on a eu une entente là, avec les médecins spécialistes, avec le gouvernement, qui donnait un peu plus de rémunération pour, on nous disait qu'il n'y aurait plus de pause de services là, dans les régions. Ça ne fonctionne pas tant que ça. Et là, en plus de donner plus d'argent aux médecins spécialistes, on est en train d'analyser le fait de donner plus d'argent encore pour ceux qui viendraient en Gaspésie. Donc, on redouble encore, on bonus et on bonus et on bonus, mais en fin de compte, c'est un service que tous les Québécois ont droit. Là, on se demande, est-ce que les médecins sont si à l'argent que ça? Je veux dire, la solution qu'on trouve, c'est de rajouter des bonus tout le temps. Mais en même temps, quelle serait l'autre option? On les force tout simplement? Ben, je sais pas, mais à un moment donné, il va falloir penser à la couverture de santé au Québec. L'occupation du territoire, c'est un peu ça aussi. Est-ce qu'en Gaspésie, on est une population de seconde zone, donc c'est une punition de venir en Gaspésie. On doit payer doublement, triplement un chirurgien pour qu'il vienne s'installer. Alors que à la base, ce sont des médecins qui font un serment de soigner et de prendre soin du monde. Donc, moi, ça commence un peu à m'agacer, je vais t'avouer, Dominique, là-dessus. On a hâte de voir un peu ce qui en est avec l'appel à tous que M. le maire avait fait sur les ondes de la radio. Il semble-t-il qu'il y aurait quelqu'un qui s'était manifesté, mais on n'a pas vraiment de nouvelles depuis ce temps-là. Ben, on sait que la candidature est sous analyse en ce moment au CIS Gaspésie, donc ça semblait être sérieux, mais ce qu'on me disait du côté de la direction des ressources humaines, c'est qu'il faut vérifier si la personne a les qualifications requises et faire toutes les vérifications administratives d'usage. Donc, évidemment, qui dit administration dit plusieurs semaines de délai minimum. Ouais. Donc, ça risque pas de se régler d'ici Noël. Là. On est un peu dans le jour de la marmotte, c'est toujours à recommencer, mais j'ose espérer que ça va se régler et aussi à un moment donné qu'il y a une espèce de solidarité qui s'installe au point de vue des médecins spécialistes, des chirurgiens pour vraiment s'assurer qu'au Québec, on a une couverture médicale qui a de l'allure, puis qu'on arrête d'avoir des pauses comme ça. Si ce genre de pause-là arrivait en milieu urbain, on crierait au scandale, ça n'aurait pas d'allure, mais nous, c'est comme presque devenu la routine. Donc, j'ose espérer que ce dossier-là va se régler une fois pour toutes. Ben, il faut aussi prendre en considération que lorsqu'il y a une découverture médicale à Sainte-Anne-des-Monts, ben, on doit faire 1 heure de route pour aller à Matane. On sait les conditions de la 132, spécialement en hiver. Si ça arrive à Montréal, on a 2 coins de rue à faire et on a un autre hôpital. Voilà. Donc, la situation n'est pas la même. Là. 1 heure de route si on est à Sainte-Anne-des-Monts, parce que si on est à Mont-Louis, c'est presque 2 heures, et si on est à Madeleine, c'est encore plus. Et si on décide d'aller dans le coin de Gaspé, ben la route l'hiver n'est pas plus conviviale, c'est ça. Donc, on est un peu pris en otage et ça, c'est vraiment déplorable. Et ce qu'on m'avait dit aussi du côté de la direction des ressources humaines du CIS, c'est que par rapport à cette fameuse entente-là là, qui a été présentée en mai dernier, soulignons-le, c'est qu'il resterait encore des formalités administratives
pour mettre le tout en place. Donc, on disait, ben c'est très long. On devait faire la même chose avec les anesthésiologistes. Ça, c'est fait. Donc, maintenant, pour les chirurgiens, il suffit de mettre tout le puzzle en place. Mais après plusieurs mois et avec tous les millions de dollars qui ont été octroyés, effectivement, comme tu le dis, je pense que les gens sont en droit d'avoir des résultats et rapides, là, puisque les femmes qui sont enceintes en ce moment ou les victimes d'accidents, Ouais. c'est pas dans 3-4 mois qu'on veut avoir accès au bloc opératoire. Là. Et on parle pas là, d'accès à des services comme de luxe ou qu'on n'a pas vraiment de besoin. Là. On parle de quelque chose qui c'est vital, là, c'est la santé. C'est donc, la base. on doit appuyer sur l'accélérateur. Et j'ose espérer que la ministre responsable de la région va venir rencontrer les élus et le CIS et tout là, pour régler ça. Là, on a besoin d'un petit coup de main, je pense, du gouvernement. Ben, c'est d'ailleurs ce que le maire Deschênes avait dit par rapport à cette situation-là. Il dit souhaitons que ça va accélérer notre première rencontre avec notre ministre Marie-Ève Proulx et ainsi mettre Sainte-Anne-des-Monts là, dans les cartons du nouveau gouvernement caquiste. C'est le bon moment pour le gouvernement de la CAQ de prouver que la Gaspésie fait partie de ces enjeux prioritaires, même si on n'a pas nécessairement voté pour eux. Ils ont quand même fait pour qu'on vote pas pour eux dans les dernières années, là, avec le discours qu'ils portaient sur la Gaspésie en général. Mais s'ils veulent être équitables, M. Legault disait dans son discours de victoire qu'il était là pour tous les Québécois, ben, jusqu'aux dernières nouvelles, la Gaspésie fait partie de tous les Québécois. Effectivement. Sur une note un petit peu plus joyeuse, une entreprise bien d'ici, Escamers Aventure, Oui. on sait, il se spécialise dans le tourisme d'aventure, justement, que ce soit du canyoning ou bien l'espèce de petite exploration qu'on fait dans le coin du ruisseau Castor. Alors, ils ont remporté le prix d'aventure écotourisme Québec pour les bonnes pratiques environnementales. Alors, qu'est-ce que ça mange en hiver, des bonnes pratiques environnementales? On a récompensé l'entreprise pour faire de l'éducation auprès de sa clientèle pour dire faites attention lorsque vous circulez dans n'importe quel sentier pour la protection de la faune, pour le respect des espèces vivantes qui se situent sur le terrain de jeu d'Escamers. Il y a également tout le fait que lorsqu'ils ont mis leurs installations en place, on s'est arrangé pour déranger le moins possible la nature qui était déjà présente, les arbres et tout. Donc, c'est de bien cohabiter avec la nature. Et comme c'est une entreprise qui œuvre dans le plein air, eh bien, de montrer le bon exemple. Ça a été reconnu par Aventure Écotourisme Plein Air Québec. C'était la première fois qu'Escamers remportait un prix à ce niveau-là. Et ils étaient en compétition contre le parc La Rivière des Mille-Îles de Laval. Donc, c'était quand même un gros joueur. Donc, oui. Chapeau à Yann Barrio et à toute son équipe. Et voilà, dans ta face, Laval. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est vraiment vers ça que le tourisme doit s'en aller en Gaspésie. On doit tendre vers l'écotourisme et les paysages, la nature, c'est une de nos forces. C'est ce qui tend à disparaître partout dans le monde et nous, on est capable encore de protéger, même d'améliorer peut-être notre gestion là, de nos forêts, de nos cours d'eau, etc. Donc, c'est un bel exemple pour tous ceux qui œuvrent en tourisme. Et osons espérer que ça va inspirer les autres. Et d'ailleurs, Escamers Aventure nous disait que dès l'été prochain, il y aura des nouvelles activités à faire sur leur site, soit une tyrolienne et un saut à partir d'un tremplin en hauteur. Là, bref, j'ai pas les termes exacts, là, mais ça va être possible de se pitcher dans le vide. Excellent. Alors, je te lance le défi, Dominique, l'année prochaine, quand ce sera en place, d'y aller, de filmer le tout. Alors, oui, c'est officiel, c'est filmé. On ira on ira ensemble, voilà. Par ailleurs, une autre personne d'ici qui s'illustre, c'est Jacinthe Mona-Fournier. C'est une auteure capchatienne d'adoption. Elle est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, elle s'est rendue justement au Salon du livre de Saguenay pour participer à la rétrospective littéraire Hydro-Québec. Alors, depuis 1988, ce que Hydro-Québec fait, c'est de reconnaître les artistes qui sont originaires du Saguenay ou bien qui habitent là depuis au moins 5 ans. Et quiconque a lancé un livre au cours de la dernière année, ils ont droit à une vitrine privilégiée pendant le Salon du livre du Saguenay et on remet
remet un coffret de luxe du bouquin de l'auteur, donc une version plus solide de la couverture et vraiment un beau souvenir pour Jacinthe Mona. Alors, dans son cas, c'était pour son livre Quand les oiseaux reviennent. C'est son deuxième roman en carrière et celui-ci se voulait un peu un roman historique là, basé sur la Première Guerre mondiale où on met la lumière sur les femmes infirmières qui étaient présentes à la guerre et justement, on n'en entend pas beaucoup parler, mais elles voient des atrocités aussi pires que les militaires qui sont là, puisqu'elles doivent soigner souvent des militaires et j'ai pas besoin de vous donner des exemples de ce qui peut arriver lorsqu'on est à la guerre avec des mines antipersonnelles et tout. Donc, c'est vraiment ce travail-là qu'on voulait mettre de l'avant-plan dans le roman de Madame Fournier. Alors, c'est celui-là qui a reçu sa petite couverture de luxe. Ah, bon, on la félicite. Effectivement. Et je mentionnais que c'était le deuxième roman, le premier étant La Maison d'Adrien. Deux romans qui ont une trame de fond quand même gaspésienne. Et un troisième roman qui s'en vient probablement au courant de l'année prochaine pour Jacinthe Mona Fournier. Et cette fois-ci, ça prendra place à Kenogami, son petit village d'origine du Saguenay. Excellent. Par ailleurs, on connaît tous la démarche Nourrir notre monde qui est née ici en Haute-Gaspésie et qui porte ses fruits, sans jeu de mots. Mais... Excellent, Dominique, on se croirait à Salut Bonjour. Quel plaisir de se lever à 5 heures du matin. Donc oui, la démarche Nourrir notre monde qui fait partie de la démarche intégrée en développement social. Donc, c'est dans le but d'amener les gens vers une plus grande autonomie alimentaire. On peut penser aux jardins communautaires, aux jardins scolaires. Oui. On peut penser à toutes les initiatives qui sont mises en place pour valoriser l'achat local, l'achat de produits frais et biologiques. Donc, ils étaient présents à Gaspé avec 70 représentants des municipalités, des organismes et des producteurs agricoles, histoire de savoir comment on pourrait bien arrimer les efforts pour mettre en place des initiatives qui ne nécessitent pas nécessairement beaucoup d'argent, mais dont le milieu municipal pourrait participer. Là. On parle notamment de mettre une sortie d'eau près des jardins communautaires. On peut parler d'installer des arbres fruitiers dans des parcs municipaux. Donc, c'est ces initiatives-là qui étaient discutées. Et d'ailleurs, le but était également de faire une vitrine sur cette démarche-là et encourager les gens à aller de l'avant et à embarquer dans ce grand mouvement-là. Alors, ils ont créé une vidéo promotionnelle à cet effet-là. On peut en écouter un petit extrait. Nourrir notre monde, c'est un mouvement de mobilisation qui vise à favoriser une alimentation locale, saine, durable et solidaire. Un peu partout en ce moment au Québec et même dans le monde, il y a un engouement pour l'alimentation de proximité. En Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, c'est le laboratoire rural de Produire la santé ensemble qui a un peu mis la table. Nourrir notre monde, ça a pris racine en Haute-Gaspésie en 2017 et ce mouvement-là a rapidement pris de l'ampleur pour commencer à s'étendre à l'ensemble de la région. Nourrir notre monde sur YouTube. Oui, elle a circulé aussi sur Facebook. Oui. Une excellente qualité de production, donc c'est un très, très beau vidéo. Donc, à partager de façon massive. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on voit vraiment, tu sais, souvent on a parlé de faire des choses, mais là, il y a du concret depuis quelques années. C'est vraiment un mouvement qui est là, qui s'installe et qu'on voit les résultats. C'est très intéressant. On avait reçu Marie-Ève Paquette dernièrement à l'émission aussi. Effectivement. Alors, mon cher Frédéric, on prend une courte pause et on vous revient avec notre invité de la semaine. Alexis, c'est un petit gars très actif, toujours souriant. C'est un petit garçon qui a beaucoup d'énergie, donc des jeux pour lui, c'est important pour dépenser de l'énergie. Il aime beaucoup, il y a les jeux d'eau qu'il aime, aller jouer au hockey-ball, aller faire du vélo avec les amis. Il y a le soccer aussi qu'il aime beaucoup. Alexis, c'est un garçon très enjoué, fonceur, très ordonné. Ces petites autos, il sait tout ce qu'ils sont. Tu vas lui demander telle petite auto ce qu'elle est, puis il va te le dire tout de suite. C'est vraiment remarquable, même. C'est un petit garçon qui ne veut jamais déplaire. Un jour, je voulais monter sur le tracteur à gazon.
Le chauffeur m'a pas vu et les lames ont coupé ma jambe. On a appelé l'ambulance, puis on a monté, nous autres, à un hôpital le plus proche pour les soins d'Alexis, là. Ça, j'ai toujours essayé. Là, ma devise a tout le temps été « La vie doit rester le plus normale possible ». Alexis a toujours continué ses activités. Des fois, il faut adapter, mais tout peut se faire quand même. L'Association des amputés de guerre, c'est rien que du bien. Je pense que pour avoir réussi, je sais pas si on serait rendu à ce point-là. Puis c'est les ressources humaines que tu vas chercher. Tu vois du monde comme Alexis, puis à d'autres stades. Puis ça fait du bien de les voir persister de même, puis qu'ils se débrouillent très bien dans la vie, là. Un accident comme celui d'Alexis, ça n'arrive pas juste aux autres. Un petit moment d'inattention et c'est fait. J'ai un message pour tous les enfants. On doit toujours rester loin des tracteurs à gazon parce que c'est dangereux. Jouez prudemment. Alors, nous sommes de retour à votre bulletin de nouvelles de la Haute-Gaspésie et m'accompagnant en studio, M. Dominique Boucher d'Avalanche Québec. Alors, bonjour Dominique. Bonjour. Alors, depuis maintenant quelques années, c'est une tradition de vous recevoir lorsque le rapport annuel est présenté. Alors, c'est toujours intéressant de savoir où l'organisme Avalanche Québec se situe. Alors, si vous nous faisiez un petit résumé de justement comment se porte Avalanche Québec. Disons, dans les dernières années, on a réussi à stabiliser du financement de la part du gouvernement provincial et aussi du gouvernement fédéral avec nos collègues à Avalanche Canada. L'an dernier, donc 17-18, était la dernière année de cette séquence-là avant les renouvellements. Donc actuellement, on a une étape où il y a un renouvellement majeur qui est en cours de discussion, ce qu'on a appelé la stratégie nationale de financement. C'est une démarche collective avec nos collègues d'Avalanche Canada, donc au niveau fédéral à l'heure actuelle, et qui vise à mettre en place, si on veut, un financement qui sera récurrent et à long terme également. Donc, ce que ça signifie au niveau sur le terrain, au niveau opérationnel, c'est que les opérations se maintiennent au même niveau de service. On sait qu'il y a quelques années, on a été obligé de faire certaines coupures, notamment au niveau du programme de prévision qu'on a dû raccourcir de 4 semaines pour s'adapter à la nouvelle réalité financière. Maintenant, cette année, on est capable de maintenir, si on veut, le niveau de service habituel qui comprend le programme de sensibilisation, surtout en début de saison, comme maintenant, l'automne, début d'hiver, et la prévision d'avalanche qui va commencer au 1er décembre jusqu'au 30 avril. Et à ça, on va s'ajouter tout l'aspect formation des professionnels, donc les cours qui vont avoir lieu tout l'hiver ici au Chic-Choc et même à travers la province. Et est-ce qu'on s'entend que Avalanche Québec, malgré les différents programmes qui sont en place, on doit toujours recommencer là, à chaque fois? On n'a pas une pérennité du financement dans le temps. Là. Non. La réalité, c'est que il n'existe pas au niveau fédéral ni au niveau provincial un ministère qui a un mandat de financement de la sécurité publique en avalanche. Donc, c'est toujours actuellement des programmes qu'on essaie d'adapter, des projets qu'on essaie d'aller chercher pour fitter dans ces programmes existants-là. Mais là, la demande qui est en place avec la stratégie nationale, qu'on a adressée notamment au gouvernement Trudeau, c'est comment on peut mettre en place un vrai programme de sécurité avalanche. La même réalité existe aussi à l'ouest du pays avec Avalanche Canada. Leur programme s'essouffle, les compagnies privées ne veulent plus financer ça. Les ententes datent de 2000, donc les budgets n'ont pas été ajustés depuis ce temps-là. Donc on a définitivement un tour de roue majeur à faire et c'est ce qu'on a entrepris il y a 18 mois dans le cadre de cette démarche-là qu'on a appelée la stratégie nationale. On espère que cette démarche-là va porter fruit dans les prochains mois, prochaines semaines. Nos discussions sont en cours à l'heure actuelle au niveau fédéral. Mais bon, tant qu'il n'y a pas d'annonce concrète, on ne peut pas s'avancer de ce côté-là. Et on n'avait pas déjà mentionné justement que le premier ministre lui-même avait peut-être un petit penchant pour l'organisme, vu ses propres activités? Définitivement, M. Trudeau a supporté pendant plusieurs années ce qu'on connaît maintenant comme la Fondation Avalanche Canada. D'abord, c'était sa mère qui était sur le conseil d'administration. Par la suite, M. Trudeau s'est impliqué pendant de nombreuses années.
À travers cette implication-là, il est même venu nous visiter ici en 2007, si je me souviens bien. Donc, une fin de semaine avec nous dans le cadre de nos journées de sensibilisation aux avalanches. Donc, définitivement, on sait que M. Trudeau a une corde sensible envers la sécurité avalanche suite au décès de son frère. Ça fait 20 ans même cet automne que cet événement-là s'est produit. Donc, évidemment, nous, on a si on veut, mis en place la stratégie pour essayer de l'interpeller dans ce contexte-là. Oui, tout à fait. Ouais. Et au cours d'une année typique, si on parle de l'année qui s'en vient, en quoi ressemblent les programmes et les activités d'Avalanche Québec, où on va vous voir sur le terrain? Bien, évidemment, le gros programme hivernal, c'est ici que ça se passe, c'est au Chic-Choc. Donc, les bulletins, j'en parlais, ça commence le 1er décembre et c'est à tous les jours où on va produire de l'information qui va être utilisée par les visiteurs, par les gens de la place qui fréquentent l'arrière-pays. Donc, l'indice de risque quotidien qui est diffusé. Donc, ça, évidemment, c'est un de nos plus gros programmes. À l'heure actuelle, l'automne, on est un peu partout au Québec, en fait. En fin de semaine, on avait des gens au Mont-Washington pour des ateliers. On avait des gens à Québec pour une soirée de film. On avait des gens à Montréal pour un salon de ski spécialisé. Donc, on est un peu tout partout de ce temps-ci pour rejoindre la clientèle cible. On est dans des événements là, vraiment très orientés vers ski, neige, planche à neige et tout ça. Pour, si on veut faire de la sensibilisation en amont de la pratique. Donc là, les gens se préparent pour la saison. Ils regardent les équipements, ils se demandent comment ils vont être habillés cette année. Et nous, on leur rappelle que la sécurité avalanche fait partie aussi de ces besoins-là. L'équipement, la formation. Donc, on fait la promotion des cours qui sont offerts par l'industrie également, un peu partout dans la province. Donc, vraiment tout partout de ce temps-ci. Et à mesure que l'hiver va s'installer, là, on va récupérer, si on veut, les troupes en Gaspésie pour le programme opérationnel. Et depuis quelques années, on voit un engouement justement pour le ski hors piste, pour les activités dans les Chic-Chocs. Est-ce que c'est à première vue, là, on généralise beaucoup, mais on a l'impression que c'est une clientèle très téméraire, très jeune. Est-ce que c'est des gens qui sont déjà sensibilisés à la sécurité lorsqu'on va jouer dans l'arrière-pays? De plus en plus. Oui. Je vous dirais, quand on a commencé à travailler sur le projet, début des années 2000, les gens qu'on croisait en montagne connaissaient même pas ce que c'était un DVA, un détecteur de victimes d'avalanche. J'ai un souvenir là, d'une personne qui m'avait accroché, qui trouvait que j'avais un MP3 pas mal cool dans le cou. Et ça, c'est il y a plus de 15 ans auparavant. Maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la plupart des gens ont l'équipement lorsqu'ils sont en montagne, ont la formation, et ce qu'on voit aussi, c'est que les gens s'auto-réglementent entre eux. Donc, dans les stationnements ou lorsqu'on croise les gens, par exemple, avant une sortie en montagne, ceux qui n'ont pas l'équipement, ceux qui n'ont pas la formation nécessaire pour aller en montagne sont souvent écartés du groupe tant et aussi longtemps que cette personne-là n'aura pas suivi ces formations-là. La raison est simple, si on n'a pas l'équipement et la formation, on ne peut pas sauver son collègue sous la neige. Donc, parce que le sauvetage entre nous, dans les petits groupes en montagne, c'est ce qui donne le plus de chances de survie suite à une avalanche. Donc, évidemment, si la personne n'a pas cet équipement-là et ne sait pas quoi faire avec ça, de toute façon, eh bien, c'est un risque pour les deux participants. Donc, on voit vraiment une autoréglementation des gens et ça, c'est très intéressant parce que ça reprend notre travail et ça l'amène encore plus loin au niveau de la sensibilisation. On recule de quelques années seulement et on avait l'impression qu'une avalanche, ça pouvait juste arriver dans les Alpes. Les gens de la région, on dirait, c'était pas pour nous autres des avalanches. Est-ce que la perception change beaucoup? Là, moi, avec l'arrivée d'Avalanche Québec, je pense que c'est là que j'ai allumé que oui, il pouvait y avoir des avalanches dans la région, mais c'est ça, des gens très, très ferrés, très spécialisés, bon, le savent, mais dans la population en général, est-ce qu'on sent que l'information passe aussi, qu'il y a un danger vraiment à aller en montagne? On essaie de faire véhiculer ce message-là là, à tous les niveaux. Je dirais la priorité, c'est vraiment le public cible des adeptes de plein air, les gens qui fréquentent la montagne. Donc, c'est là où on met le maximum de notre énergie. Les jeunes aussi, les jeunes qui vont être les prochains à venir en montagne. Donc, on essaie de les éduquer avant. Et
Évidemment, on essaie de bonifier ça aussi avec plus des messages grand public. Là, donc, mais c'est souvent les ressources limitées qui vont nous empêcher d'aller plus loin là-dedans. Mais c'est certain qu'on ne manque pas une occasion, si on veut, d'aller parler de la réalité des avalanches dans les médias, des fois les médias nationaux, et essayer de véhiculer cette idée-là que oui, les avalanches existent. Elles existent au Québec, elles existent en Gaspésie. Il y a d'autres régions, comme Charlevoix, où il se produit des avalanches dans des sites de ski. Le dernier décès au Québec, c'est un grimpeur dans la région de Sainte-Rose, au Saguenay. Donc, on essaie de passer cette information-là. Et aussi, une des raisons pour lesquelles aussi on s'est associé, par exemple, à Voyage Gendron, qui est un très, très gros voyagiste de ski à Montréal, faire connaître la réalité aux Québécois. Parce que les Québécois, après ça, vont voyager dans d'autres régions du Canada où il y a des avalanches pour des voyages de ski, vont voyager dans les Alpes, vont voyager en Amérique du Sud, Nouvelle-Zélande, et on veut leur faire connaître cette réalité-là avant qu'ils arrivent là-bas. Et on a documenté dans les dernières années plusieurs histoires tristes de Québécois qui sont décédés dans des avalanches à l'extérieur de la province ou du pays. Donc, notre message, on veut le porter aussi. Ça existe chez nous, mais ça existe ailleurs. Et lorsqu'on voyage, il faut avoir les outils nécessaires pour gérer ce risque-là. Excellent. Et on en a parlé tantôt brièvement, cette fameuse tournée de films, c'est rendu ça aussi une tradition. Alors, à chaque année, on fait la tournée de certaines villes gaspésiennes et bas-laurentiennes et même Québec. Alors, pourquoi on fait ça et est-ce que c'est une façon en même temps aussi d'amasser des fonds pour l'organisme? Effectivement, le double objectif de la tournée, c'était, on a lancé ça, je crois, il y a 8 ans, suite au constat où on avait l'impression qu'on était pas très bien connus en région, nos services, nos activités, et on s'est dit, profitons du début de saison, l'engouement là, des premières neiges, l'engouement là, des sorties de films de ski, pour nous aussi faire une tournée gaspésienne qu'on a appelée au départ, qui incluait Rimouski, parce qu'on dit que de Rimouski jusqu'à Gaspé, en passant par New Richmond, c'est un peu nos locaux. Hein? C'est les gens qui, en une journée, peuvent facilement s'aventurer au Chic-Choc et retourner chez eux en fin de journée. Alors, c'est les gens qui nous fréquentent, qui fréquentent la région ici, et on voulait s'assurer que de plus en plus, les gens connaissent nos services et savent comment y accéder. Par la suite, ça a porté fruit. Les gens de Québec voulaient avoir aussi leur soirée Avalanche Québec, donc on a exporté ça là-bas. Et ça s'est produit le 3 novembre dernier. C'est là où on lance la tournée et ensuite, si on veut, on se déplace autour de la région, donc Gaspé, Rimouski, Carleton-sur-Mer et Sainte-Anne-des-Monts. Excellent. Donc, le temps file déjà, mais les tournées de films, on présente des films avec des adeptes de ski et en même temps, il y a des ateliers pendant la soirée, donc on fait de l'éducation et du divertissement en même temps. Exactement, et on en profite également pour faire des levées de fonds pour l'organisme. Et ça sera à Sainte-Anne-des-Monts, quelle date? 7 décembre. 7 décembre, ici à la Maison de la Culture. Oui, la grande finale. On finit toujours par Sainte-Anne-des-Monts, c'est là où on veut terminer cette tournée-là. Et peut-être un petit 10-15 secondes sur le tirage Avalanche Québec? Oui, le tirage annuel, c'est une activité majeure de levée de fonds. Cette année encore, près de 12 000 $ en prix, dont un voyage cette année, c'est à Fernie, en Colombie-Britannique, comme Grand Prix avec Voyage Gendron. Et on a aussi des équipements de ski, forfait à l'auberge de montagne, de Chic-Choc, au Gîte du Mont-Albert et vêtements Dynafit qui sont remis dans le cadre de ce tirage-là. 1000 billets en vente au coût de 20 $. On appelle où? On va sur le site Internet, section tirage, et on fait l'achat en ligne. Parfait. Bien, merci infiniment. C'est tout le temps que nous avions et on se redonne rendez-vous dès la semaine prochaine. Merci et bonne semaine. Merci.